Bonjour tout le monde et bienvenue à Clé de vitalité, clé de souveraineté. Mon nom est Catherine Langevin-Cusson. Aujourd'hui, je vous offre une conférence en rediffusion parce que lorsque j'ai donné la conférence, en fait, le film, ça n'a pas fonctionné pour une raison que j'ignore, mais c'est pas grave, je le refais, c'est tout. Alors, pour commencer, je vais partager mon écran, si j'y arrive. Ah, comme ça. Voilà. Clé de vitalité, être souverain chez soi. Quand la science de la vitalité rejoint la sagesse du vivant. Mon inspiration principale, c'est Andrew Taylor Still, qui est le fondateur de l'ostéopathie. C'est lui, en fait, qui a inventé les grands principes d'ostéopathie et les grandes techniques. On sait que cet homme était profondément spirituel. Il était fils de pasteur et médecin, chirurgien. Il a vécu des expériences très difficiles, dont la perte de sa femme et de ses enfants. Et par la suite, il a tout simplement inventé les grands principes en observant la nature. On sait qu'il était également très proche des Amérindiens. Donc, il parlait le Sioux, il écrivait le Sioux. Alors, il y a des textes où il traduit des... dans le fond, c'était plutôt comme des négociations entre les Sioux et le gouvernement. C'est lui qui faisait la traduction. Alors, sa citation principale, la plus connue, c'est En l'homme, tout est matière, mouvement et esprit. Évidemment, dans ce temps-là, lorsqu'on parlait de l'homme avec un grand H, c'était l'homme et la femme. Si tout est matière, mouvement et esprit, aujourd'hui, nous allons parler davantage de la matière. Je suis ostéopathe, donc c'est ma spécialité. Et je vous poserai la question suivante. Et si votre vitalité de corps, d'âme et d'esprit commençait par votre souveraineté, être vous-même complètement libre et responsable de ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce que c'est que la matière, le mouvement et l'esprit? Donc, évidemment, dans la matière, on a tout l'aspect là, 3D, donc les tissus, donc les muscles, les os. Les liquides, donc le sang, mais il y a aussi la lymphe, le liquide céphalorachidien, etc. Et les champs. Les champs, c'est les champs électromagnétiques, mais il y a différents types de champs, dont des égrégores de pensée qui contiennent un paquet d'informations, des mémoires de clans, des mémoires même d'espèces. Et évidemment, notre champ qui est l'ADN. On a aussi dans l'infiniment grand, mais aussi dans l'infiniment petit. Le mouvement, en fait, c'est les grands mouvements et les petits mouvements. Et comment rester dans le flot? Ça, c'est la prochaine conférence qui va avoir lieu en février. Et l'esprit, donc l'aspect spirituel, la félicipline, les intentions, etc. Alors, le plus important, c'est la matière. Pourquoi? Ben parce que si on ne maîtrise pas la matière, on n'a plus de corps. Si on n'a plus de corps, on n'est plus là. Donc, c'est le plus important, c'est notre ancrage qui fait qu'on habite dans notre corps, c'est notre protection et c'est aussi ce qui va déterminer notre expérience de vie. Les tissus, ben, vous avez plein d'exemples ici, donc les os, les muscles, les ligaments, les fascias et les mésos. Les fascias et les mésos, ça enveloppe chacun des muscles et chacun des groupes de muscles et chacun des muscles au complet et chacune des fibres. Donc, ça enveloppe dans des enveloppes, dans des enveloppes. Et le fascia, c'est un peu comme un papier saran, une pellicule plastique très fine. C'est pas en plastique. Mais, et ce fascia-là, donc, va permettre au corps de maintenir sa forme s'il y avait plus de muscles et plus d'os. Les mésos, c'est des fascias là, entre deux organes. Il y a les nerfs et le cerveau, l'ADN, l'ARN et tout ce qui est dans le noyau cellulaire.
Les hormones, les enzymes qui vont habiter notre corps et qui vont en faire, en fait, un corps qui fonctionne, ça va gérer le métabolisme. Il y a tout le système immunitaire et ses différentes composantes. Et les cellules, les membranes cellulaires. Les cellules et les membranes cellulaires sont des fascias avec du gras et des enzymes. Alors, c'est sûr qu'on sépare tout ça, mais dans les faits, tout est interdépendant. Et cette importance-là des tissus, généralement, c'est que lorsque, par exemple, vous avez un os de brisé ou un muscle qui vous fait souffrir, ça prend toute la place, à moins d'avoir un entraînement spécifique, mais pour l'être humain moyen, lorsque ça ne va pas dans un de ces domaines-là, notre apprentissage arrête et tout ce qu'on vit, c'est la souffrance. D'où l'importance de bien maîtriser les tissus et ça comprend également le métabolisme. Dans les liquides, c'est le lieu du métabolisme, c'est le lieu des hormones, mais c'est aussi le lieu des émotions à cause des neurotransmetteurs, qui sont des protéines. Donc, dans les liquides, on a le sang artériel, le sang veineux. Artère, ça sort du cœur, veineux, ça se rend au cœur. La lymphe, hein, c'est le liquide qui est entre les cellules et qui va donc ramener, dans le fond, les cellules de l'immunité, quelques protéines, de- et donc, ça va maintenir l'ensemble des cellules dans une espèce de soupe. Hein. C'est une espèce de bouillon métabolique. Ça, c'est associé à la lymphe et aux liquides intra- et extracellulaires. En fait, tous les liquides sont en interconnexion. Ils finissent toujours par se rencontrer en quelque part et se mélanger. La synovie qui, dans le fond, va lubrifier, nourrir et vidanger les articulations. On a le liquide céphalo-rachidien qui baigne dans le cerveau et qui va, à partir du cerveau, il va descendre dans la moelle épinière et il va nourrir et vidanger chacun des nerfs jusqu'à la fin complètement des cellules. Et quand il arrive dans les cellules, il devient le liquide intra-extracellulaire, lymphe, sang veineux et il retourne. Le liquide céphalo-rachidien, c'est pratiquement un liquide qui est hyper précieux. Il est fabriqué par le cerveau. Il est fabriqué par des plexus au centre du cerveau, particulièrement dans un trou qu'on appelle le troisième ventricule. Il y a les ventricules latéraux, puis le quatrième ventricule aussi. Mais surtout dans le troisième ventricule, c'est le plus gros. Et dans le troisième ventricule, il y a la fameuse glande pinéale. Et ce troisième ventricule a souvent été appelé le siège de la conscience. Dans différentes traditions religieuses, on l'appelait la cave de Brahma, qui est le Dieu créateur. Donc, le fameux troisième ventricule va créer par vague, donc une inspiration et un ressac. Donc, la vague et le retour de la vague. Et c'est ce que les ostéopathes, en fait, mesurent lors de la palpation avec leurs mains sur votre tête. C'est exactement ce qu'on fait. On vérifie comment le liquide céphalo-rachidien, sa vitesse, sa force et son amplitude de mouvement à travers nos mains, notre palpation fine qui est évidemment entraînée. Le liquide céphalo-rachidien va donc déterminer la vitalité de l'humain. Comment est-ce que l'humain peut être dans la pleine capacité de sa force, de sa puissance, de sa souveraineté, de sa santé. Il y a aussi les liquides en fond pour euh, nettoyer le corps. Hein. On a l'urine, on a la transpiration et les différents mucus, là, quand on mouche, par exemple. Euh, Puis, bon, les liquides intra- et extracellulaires. En bas, ici, dans l'image, vous avez les ganglions lymphatiques. Donc, la lymphe semble être d'un peu partout, mais il y a quand même des ganglions qui vont accumuler la lymphe et des canaux lymphatiques. Maintenant, pour les champs électromagnétiques.
Les champs électromagnétiques, c'est un champ qui va créer une petite électricité et cette électricité-là va être palpable à l'extérieur. Donc, chaque cellule a un gradient électrique. On est comme des petites batteries à cause de l'échange métabolique et de l'eau qui est présente dans notre corps. À chaque fois qu'on marche ou qu'on crée un mouvement de bras, par exemple, à chaque fois qu'on fait ça, la contraction va être un petit peu d'électricité dans le corps. Et ça, on appelle ça l'effet piézoélectrique. Ça va même jusque dans les os. Donc, quand on court, on crée une charge électrique qui va faire en sorte que ça va attirer le calcium dans les os. Donc, si vous ne faites pas d'exercice, vous allez avoir un problème de densité osseuse. Donc, l'effet piézoélectrique, c'est surtout associé au mouvement, mais même au repos, il y a une certaine électricité. Cette électricité-là, comme toutes les charges électriques, va créer, il y a l'électricité, mais il y a aussi un champ autour de l'électricité comme telle, qu'on appelle électromagnétique, hein, c'est le magnétisme. Et ça, il y en a qui associent ça au fameux chakra, à l'aura, etc. Fait que ça, c'est tout dans les champs électromagnétiques. Il y a les champs morphogénétiques. Donc, c'est les mémoires de la forme. Par exemple, lorsque l'embryon devient fœtus, il va passer par différents stades de développement où il va ressembler à un poisson. Après, il va ressembler à euh, un petit lézard. Après ça, il va ressembler à un petit singe et après, il va ressembler à un humain. Et donc, c'est une mémoire et il va passer par les différents stades de développement de l'espèce humaine pour arriver finalement à sa forme finale, qui est celle du bébé. Il y a aussi les égrégores, hein, qui sont des pensées et des émotions qui se promènent dans des pièces ou même dans des pays. Je vous donne un exemple. Vous êtes au bureau, il y a une réunion, puis il y a quelqu'un qui arrive en retard et qui est complètement dépassé, de mauvaise humeur, qui a envie de pleurer. Et même si l'atmosphère était plutôt légère, tout à coup, pouf, l'atmosphère va plomber. Pourquoi? Ben, c'est juste une personne, oui, mais cette personne-là amène avec elle tout un égrégore et donc va amener le niveau de pensée et d'émotion à baisser de l'ensemble des gens qui sont dans la pièce. Là-dedans, donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des plus forts oscillateurs que d'autres. Et là, je fais référence à l'expérience où on a mis différentes horloges avec un balancier sur un mur et on les fait balancer là, à toutes sortes de rythmes et ça ne change rien. On leur donne. Et il n'y a personne là, qui est, dans le fond, il n'y a personne qui est ensemble. Et après un certain temps, toutes les autres horloges vont se caler sur l'horloge qui est la plus grosse. Donc, le plus gros oscillateur. L'oscillateur le plus puissant, c'est celui qui va donner le rythme aux autres. Donc, c'est certain que dans un groupe, il y a toujours des oscillateurs plus puissants que d'autres. Et donc, si cette personne est négative ou si elle est positive, ça va influencer l'ensemble du groupe davantage que peut-être une autre personne. Et ça nous amène ici à des zones qu'on peut appeler des matrices. Donc, il y a toutes sortes de niveaux de matrices, hein. Par exemple, lorsqu'il y a plusieurs égrégores, admettons qu'il y a un égrégore de victime-bourreau, qu'il y a un égrégore qui est associé à, par exemple, le sauveur, et qu'il y a un égrégore qui est associé au martyr. Tous ensemble, on pourrait créer une matrice où les gens se croient dans une espèce de clan qui est le bouc émissaire d'un autre pays, par exemple, ou d'une autre famille. Et ça, on retrouve ça dans notre histoire sur la planète Terre et on retrouve ça aussi dans nos grands mythes et légendes, ainsi que au théâtre, dans les films. Donc, ces matrices-là, c'est différents égrégores qui vont être peut-être à première vue à l'opposé, mais finalement qui se nourrissent l'un l'autre et ça forme une matrice. Dans les matrices, il y a des petites, comme dans une famille ou dans un couple, et il y a des moyennes, et il y a des très grandes, et il y a des
très, très grandes, des hypermatrices, comme par exemple celle de l'univers dans lequel on se trouve. Possiblement, selon les scientifiques, il pourrait y avoir d'autres univers, mais on n'a aucune idée qu'est-ce que ça peut être. Pourquoi? Ben, parce que c'est dans aucune de nos matrices connues. Il y a aussi l'œuf cosmique. L'œuf cosmique, c'est un champ électromagnétique qui est le champ le plus élevé ou le plus large qui est associé à une seule personne. C'est les limites, dans le fond, de la conscience incarnée. Et le bébé qui arrive sur la planète, quand il naît, il a un œuf cosmique. Très mou, mais il y en a un. Il n'y a pas encore d'aura vraiment formée ou de chakra, tout ça. Il n'y a pas vraiment ça. Par contre, il y a l'œuf cosmique qui est là, qui va être nourri en particulier par la mère, si tout va bien. On a ensuite le life field ou le champ de vie, qui est un amas de matrices du vivant. Donc, c'est tous les multivers ensemble, de tout ce qui est vivant. Mais peut-être qu'il y a des univers où ce n'est pas vivant. Alors là, on se retrouve dans le champ unifié de conscience qui va comprendre tous les multivers, incluant ceux qui ne sont pas. Alors, on est vraiment dans un champ, 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 dans un champ. Et chaque champ a un rythme d'oscillation, une fréquence vibratoire, et finalement, ça nous donne notre conscience. Dans cette conscience-là d'intégration, c'est la conscience de ce que l'on vit maintenant. On intègre chacun de ces aspects-là pour créer du sens. Et ce sens-là, c'est notre incarnation. Euh, des fois, je vais travailler, surtout dans les soins de groupe, je vais travailler ce qu'on appelle les corps d'incarnation. Je ne sais pas si je les ai détaillés ici. Ah oui! Alors, le corps d'incarnation, il y en a quatre. Alors, premièrement, électromagnétique ou l'aura. Il y a le épikinétique ou le plasma, qui est celui qui est très, très proche de la couche du corps. Et finalement, c'est plasma, donc c'est presque liquide, mais c'est comme un liquide de lumière. Mais ce n'est pas un liquide, c'est un champ, mais il y a une texture de liquide et il va nourrir le corps en énergie. C'est un peu comme, c'est ça, c'est comme un courant électrique superficiel du corps matière. On a le Eka Body qui est le Eka, c'est la relativité. Donc, c'est très difficile de le mettre en image puisque chaque image est fausse et vraie en même temps. Donc, on est dans le paradoxe ici. Et ça va jouer aussi sur l'espace-temps ou le temps-espace. Donc, tous les paradoxes qu'on peut retrouver avec l'effet papillon, par exemple. Le gémétria, c'est un corps énergétique de lumière, mais qui a une forme géométrique. Selon le niveau de conscience de l'individu, il va avoir une forme géométrique qui est différente. En général, on peut dire que plus c'est complexe, plus la conscience va être développée, plus on va se rapprocher de la claire conscience. Par contre, lorsque la personne entre dans une phase de, on peut dire, maître, le corps gémétria se simplifie. Ça peut devenir une sphère ou une pyramide à trois faces, quatre faces avec le dessous. Et il y a le corps de Zohar qui va comprendre les quatre corps, donc c'est l'ensemble des corps d'incarnation, c'est l'image qui est associée ici. Le corps de Zohar, en fait, c'est le corps que je vais utiliser pour tester les différents corps, toujours à partir du corps physique, bien sûr. Est-ce que je fais ça dans un traitement ordinaire? Non. Mais non, en ostéopathie, ça ne comprend pas les corps d'incarnation. Tout ça nous amène où? Ça nous amène, dans le fond, à se poser des grandes questions. Euh, donc, tu sais, qu'est-ce que moi je fais à travers ce chemin-là? Je vais vous en parler un petit peu. Je vais vous parler aussi de la souveraineté, à quel point c'est important, parce que vous savez, on est dans des matrices, dans des égrégores.
dans des matrices, dans des égrégores, dans des champs électromagnétiques, dans des liquides, dans des tissus avec une génétique. Et en fait, euh, il faut être capable de se ramasser, de se tenir pour créer la vie qu'on a envie de créer, incluant dans la matière. C'est ça la souveraineté. Quitter aussi, ça inclut que on va mourir, là, ben, si vous voulez, là, mais c'est pas qu'on mourra pas, c'est juste que au moins que ça soit en toute conscience, ce qui est très différent. Je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que la vitalité, la santé. Je vais vous parler des différentes clés que je vais vous offrir aujourd'hui. Euh, c'est toujours la question de si j'avais un infini temps devant moi, une infinie possibilité, qu'est-ce que j'en ferais? Et c'est ça qui devrait guider nos actions, nos émotions, nos pensées et ce qu'on fait de notre vie finalement. Quel est le leg que je vais offrir à la planète? Ensuite, on commence comment? Et puis, comment on incarne ça au quotidien? Alors, je vais commencer avec des explications générales. Je vais vous présenter les clés de la vitalité, puis comment on fait ça au quotidien. Alors, comment ça se fait que je suis arrivée ici, moi? J'ai eu un premier cancer en 2010, euh, puis on est aujourd'hui en 2026, donc ça fait 17 ans finalement que je survis avec ça. J'ai eu 4 récidives. La dernière était terminale. Je suis encore là et même en bonne santé, étonnamment. Donc, si ça c'est possible, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Alors moi, je suis ostéopathe. Pour moi, l'ostéopathie, la vitalité, là, c'est ce qui est le plus important. Si je fais une technique sur une personne, puis la personne n'a pas assez de vitalité, ça sert absolument à rien. La technique ne tiendra pas. Elle va tenir 2 jours, puis ça va se redéplacer. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la vitalité du patient, sa lumière, sa conscience, pour placer le corps, pour qu'il soit en harmonie avec qui la personne est, pour que la personne soit en cohérence et donc libre et responsable. Puis, parallèlement à ça, j'ai toujours été passionnée de régénérescence cellulaire, tout le temps. Donc, j'ai un intérêt, moi, pour la technologie de régénérescence, le biohacking. J'ai des machines, c'est presque gênant de vous raconter ça. Un jour, peut-être, je vous le raconterai, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Ensuite, il y a tout ce qui est les mouvements, parce que pour moi, le mouvement, c'est hyper important. La respiration d'abord, mais le mouvement du corps, l'entraînement, tout ça. Mais aussi les grands mouvements. Vous savez, ces chants-là, ça bouge, ça a un mouvement, ça a une vibration, ça a une fréquence. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir ce mouvement-là? Et euh, comme famille, comme groupe, et comme planète. Ça va beaucoup plus large que juste une personne ou une société de cellules. J'ai un intérêt marqué pour la spiritualité également. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, depuis que je suis toute petite en fait. Et j'aimerais bien intégrer l'ensemble de qui je suis, de mon grand soi, dans une souveraineté intérieure d'abord. Donc pour moi, tout ce chemin-là a créé une espèce d'impératif euh, de transmission où je pense qu'à ça. En fait, je suis un peu obsédée. Je veux tellement transmettre ces connaissances-là. Alors, aujourd'hui, ça va être la première partie, donc la partie matière, donc tissu liquide et champ. Il y a un peu plus de théorie, un peu moins de pratique. La prochaine, ça va être le mouvement et la dernière, ça va être l'esprit, donc l'aspect plus spirituel. Alors, dans ce qu'on sait, tout le monde sait ça, mais je vais quand même le répéter. On a besoin d'eau pure, environ 2 litres par jour. C'est quand même beaucoup, 2 litres. Si vous prenez 4 litres, c'est pas bon pour vos reins. Si vous n'en prenez pas assez, c'est pas bon pour vos reins et plein d'autres choses. Le mieux, c'est à peu près 2 litres. Le café ne compte pas. On a besoin de s'alimenter également. Comment est-ce qu'on fait pour potentialiser notre alimentation? On a besoin de sommeil et de repos, environ 8 heures par jour. Euh, Sommeil et repos.
Il y a des gens qui vont dire, ah, moi, j'ai juste besoin de 6 heures. C'est vrai, jusqu'à un certain point, mais ils ont besoin de se reposer pour que le système nerveux puisse intégrer leur expérience. Parce que sinon, ils se ramassent avec une intégration qui est très moyenne. Et puis, au bout de quelques années, ben, ils ont des problèmes de santé. Je pense que personnellement, moi, j'ai dormi à 6 heures par nuit pas mal toute ma vie. Et maintenant, je dors 8h30. Euh, Pourtant, j'étais toujours fatiguée, mais j'arrivais toujours à me remonter. Mais je crois que ça a créé une espèce de dette de sommeil. Donc, c'est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai été si malade. Peut-être que c'est pas ça du tout aussi, je ne sais pas. Mais essayez de viser un 8 heures. Vous avez un corps humain, hein. L'humain, c'est à peu près ça. On a besoin de mouvement. Puis le mouvement, on parle d'exercice, bien sûr, de respiration, mais on parle aussi de marche, hein. C'est pas mal le meilleur mouvement pour l'humain, à moins que vous ayez un problème de pied, de genou ou de hanche, là, mais en général, c'est assez gagnant, la marche. Et puis on a besoin aussi du groupe, hein. Vous savez, il y a eu une étude, je crois que c'était en 2005 ou 2009, qui regardait les signes des gens, c'est quoi leur trait de caractère ou qu'est-ce qu'ils mangent ou qu'est-ce qu'ils font dans leur journée, là, des centenaires. Et le plus grand signe, c'était les heures de bénévolat. Alors là, c'est pas en faisant du bénévolat qu'on va vivre plus longtemps, mais ceux qui en font vivent plus longtemps. Donc, c'est sûr que s'ils en font, il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas de stress financier, ils ont la santé pour le faire et ils ont l'ouverture du cœur pour offrir de leur temps et de leur énergie pour la communauté. Donc, je pense que la communauté et le dépassement de notre petit ego est super important. Donc, on a besoin de partager qui on est, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on sait. On a besoin de ça et on a besoin de coopérer aussi, de se faire aider également. Il y a toute l'idée du biohacking, hein, de potentialiser ce qu'on peut potentialiser avec machines, suppléments alimentaires, petits trucs de vie comme se gratter la langue le matin ou des choses comme ça. Puis, il y a des entraînements spécifiques qui existent pour, si, admettons, vous développez un problème d'équilibre, bien, vous savez qu'il y a des entraînements spécifiques pour ça où vous pouvez, dans le fond, améliorer cet aspect-là pour éviter les chutes, pour rester actif plus longtemps et avec une meilleure qualité d'activité. Donc, ça nous amène à notre niveau de responsabilité. C'est certain que quand on voit tout ce qu'on sait déjà, puis ça, c'est des choses, je ne vous ai rien appris, là, je le sais. Euh, mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on est responsable de ce qu'on crée pas mal. Pas toujours. Des fois, il y a des malchances, il y a aussi de la génétique, peut-être du karma. Après, ça dépend de nos croyances. Mais on est quand même responsable, on va dire, d'une bonne portion de ce qu'on vit et de comment on vit nos épreuves. Alors, quand on est responsable, c'est pas lourd. C'est qu'en fait, on choisit librement qu'est-ce qu'on veut créer. Mais pour ça, il faut choisir à tous les jours. On choisit une certaine discipline. Si vous choisissez de vous entraîner au gym, ben, vous allez être un petit vieux, une petite vieille en forme. Si vous choisissez le divan, c'est OK. Vous allez connaître toutes les émissions de télé, par exemple, si c'est ça votre passion, mais vous ne serez pas en forme. Et c'est OK. Si c'est ça votre choix, vous êtes responsable de vos choix, libre, librement. Donc, en fait, on crée notre avenir. Puis si vous dites, ah oui, mais moi, j'ai pas été aimé, ou oui, mais moi, j'ai été agressé, oui, mais non, on peut en sortir. Ça se reprogramme un cerveau. Vous êtes libre et responsable. Donc, moi, quand j'ai été malade, j'ai tout fait ce qui était en mon possible pour guérir. Donc, le nombre de choses que j'ai faites, c'est... Je ne sais même pas ce qui a marché, en fait. Ça a fonctionné, clairement. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Parce que j'ai trop fait de choses. J'ai même bu
du kérosène. Il faut le faire. J'ai pris des pilules au marché noir. J'ai fait les traitements conventionnels. J'ai fait des exercices spécifiques, une alimentation spécifique, des respirations, des méditations, des prières. Ah, alouette. Un peu de biohacking aussi. Tout ça pour dire que, ben, dans mon cas, je me suis dit, OK, moi, je suis pas prête à partir, donc je vais faire de mon mieux pour rester. Si jamais je ne reste pas, c'est OK, mais euh, je vais faire de mon mieux pour que ce soit selon ma volonté, ou en tout cas, en fait, c'est pas tout à fait juste. J'ai choisi que l'univers entier allait me traverser et me permettre humblement d'être qui je suis pour servir si j'ai à le faire, selon la forme que ça prendra. Donc, j'ai choisi d'incarner mon éternité. Alors, c'est quoi la souveraineté intérieure? En fait, la souveraineté intérieure, c'est d'être capable de se gouverner soi-même avec une conscience de nos corps, de notre corps, donc tissu liquide, champ, de nos choix et de notre énergie. Ça suppose en fait qu'on se débarrasse des influences qui ne nous servent plus. Il y a évidemment un chemin pour se rendre à la souveraineté intérieure. La première chose, c'est d'entrer dans une espèce de calme, donc de ne plus être en train de se battre pour survivre, là, de se mettre dans un calme et un certain équilibre. Après, on entre en paix, c'est-à-dire qu'on a une verticalité, on va avoir un but, une cohérence intérieure, un alignement vers quelque chose de plus grand que soi. Par la suite, on va apprendre à prendre notre responsabilité de ce qu'on va créer. Donc, on va faire des choix. Et des fois, le choix, ce sera de rien faire. Donc, on va appeler ça plutôt le oui-oui. Ça veut dire littéralement non-action. Mais le non-action, c'est une action tellement cohérente et centralisée et alignée vers plus grand que soi, mais incluant l'ensemble de notre personne, tous nos tissus, nos liquides, nos champs, nos émotions, tellement qu'en fait, l'action, pouf, est parfaite et ne crée pas de réaction, puisqu'elle est parfaite dans l'espace et dans le temps. C'est comme le parfait swing de golf. C'est comme lorsqu'un ostéopathe fait un ajustement parfait. Tout se place dans l'instant, d'une façon parfaite et libre. Ça ne crée pas de réaction. Donc, vivre sa vie dans le oui-oui, ça nous rend libres, puisqu'on sait exactement, clairement, quelles actions poser. Ça nous amène dans l'état où on se voit tel que l'on est. Je me souviens de qui je suis, que j'ai toujours été, c'est-à-dire dignité, royauté, honneur, de voir le divin en soi. Si vous n'aimez pas le divin, vous pouvez parler de votre éternité intérieure, internité. Et ça va vous permettre de le voir aussi chez les autres et le voir même dans les objets inanimés, petits comme une garnotte dans votre entrée, ou grands, c'est-à-dire comme une planète, un système solaire. Et à ce moment-là, on peut seulement entrer en dévotion, c'est-à-dire ressentir un amour profond pour tout ce qui est. Un amour profond, fondamental, puisque vous allez ressentir que c'est la vibration fondamentale de l'univers. Peut-être des multivers, je suppose. Ça, moi, ma conscience ne me rend pas, mais au niveau euh, de l'univers, ou en tout cas du très, très, très large. Alors, comment ça se fait qu'on a si peu conscience de qui on est profondément? Je pense l'image, là, c'est le Costco, hein. Si vous allez au Costco le samedi matin, c'est épeurant. Alors ça, c'est des gens qui, c'est toute une énergie.
Mais sans aller au Costco, même au quotidien, hein, on n'est pas tout à fait là-dedans très souvent. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va déléguer. On a appris, on a été élevé où on délègue d'une façon excessive nos choix. Par exemple, on va suivre l'avis des experts, comme on suivait l'avis du médecin, comme on suivait l'avis de nos parents ou de nos professeurs à l'école, hein. C'est la même chose. S'il y a un diagnostic, comme dans mon cas, un diagnostic de fin de vie, ben, si j'étais restée là, ben, j'aurais dit OK, j'aurais lâché, là, dans le fond, j'aurais dit OK, ben, c'est le diagnostic qui a raison. Je délègue ma vie à cette idée. Il y a des solutions externes aussi. Euh, si tu as un emploi stable, une femme ou un homme avec une vie de couple intéressante, un chien et deux enfants, tu seras heureux. Est-ce que c'est ça le bonheur? Ça peut aider, ça peut être très confortable, mais c'est pas ça le bonheur. OK? Il y a aussi toute la notion de performance, hein. On a une culture de performance où on essaie toujours de faire bien les choses, nanana. Puis si on ne le fait pas, on ne se sent pas bien, donc on reste toujours dans la performance. Puis même quand on procrastine, hein, ou quand on est malade et pour vrai paresseux, on va réagir au manque de performance, hein. Euh, Aussi de la peur, c'est-à-dire qu'on ne veut pas trop sortir du lot parce qu'on a peur de se faire juger, de ne pas être aimé finalement. Et aussi, il faut toujours que ça soit pour hier. Donc, on est toujours coincé dans le temps, même quand on est en vacances, pour la plupart en tout cas. On est déconnecté de notre corps physique, de nos signaux intérieurs. Quand notre corps est fatigué, on dit, ah, c'est pas grave, je peux toffer encore. Et on a une espèce de stress fondamental dans notre société. On est un peu comme toujours en mode de survie, mais en fait, il n'y a personne dans notre société, en tout cas, qui va mourir de faim ou à peu près. Donc, c'est inadéquat. On n'est pas en survie maintenant. On n'est plus des hommes des cavernes ou du Moyen Âge, là. C'est pas que c'est un échec individuel, mais c'est plutôt comme un conditionnement collectif. C'est une façon d'être conditionné par l'extérieur pour qu'on ait des actions, qu'on pose des actions en réaction à tous ces conditionnements-là, ce qui fait qu'on n'est pas souverain en soi. Pour être souverain en soi, on doit commencer par le corps physique. Donc, le corps comme un territoire vivant, parce qu'on veut passer dans notre système nerveux de l'état de survie vers l'état de sécurité. Parce que lorsque le cerveau fonctionne à partir d'un état de sécurité, tout le lobe frontal est activé et on devient plus intelligent. On fait des meilleures analyses et des meilleurs choix. Il faut qu'on soit capable d'écouter nos signaux, hein, la douleur, la fatigue, les tensions, les émotions. On doit être capable de le ressentir. Si on ne le ressent pas, ben, on va passer à côté, puis on va se fatiguer. Et là, notre corps qui est vivant va nous envoyer de plus en plus de signaux d'alarme. On va être moins intelligent, on va avoir une moins bonne gestion de notre temps, de nos émotions, de notre corps. Et ça s'améliorera pas jusqu'à ce qu'on aille se coucher, puis le lendemain, on recommence. C'est pas ça, être souverain. Donc, je vous amène la notion de responsabilité douce, c'est-à-dire d'écouter notre corps, mais pas juger ou analyser ou se flageller ou juste écouter le corps. Après ça, de faire des actions pour vous aider, mais pas, pas trop dures. Faites-en régulièrement, mais pas trop difficile, donc pas dans la souffrance. Si on vous dit il faut que vous soyez plus en forme, allez pas courir 10 km si vous bougez jamais. Mais vous pourriez y arriver. Mais commencez avec 3 minutes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se reconnecter au corps? Parce que c'est ça notre clé. Ben, je vous présente ici Denise Laberge, qui était mon mentor. Elle est décédée maintenant, malheureusement. Ça fait 7 ans. Et Denise, j'ai passé presque 20 ans de ma vie à la voir toutes les semaines et elle enseignait constamment sa grande, grande expérience. C'était une ostéopathe hors du commun. Donc, elle disait toujours que
la musculature permettait aux gens de se connecter. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Mais la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sentent même pas ce besoin-là ou qui sont trop traumatisés pour se reconnecter. C'est trop souffrant. Alors, la première chose, c'est de faire le choix puis de poser l'intention de se reconnecter. Tu sais, si la personne ne veut pas, ben, on ne peut rien y faire. Ça va être un autre chemin pour cette personne-là. Ensuite, il faut développer cette capacité de se regarder à l'intérieur de soi. Il y a plusieurs techniques de disponibles. La première, c'est la plus connue, très étudiée au niveau médical, c'est ce qu'on appelle la relaxation Jacobson. Jacobson, c'est un chercheur psychologue qui s'est rendu compte qu'en fait, les gens pensaient qu'ils étaient relaxés, mais qu'ils n'étaient pas relaxés. La musculature était tendue alors qu'eux pensaient que ce n'était pas le cas. Donc, il s'est dit, ben, on va éduquer la musculature et ça va aider la psyché à être relâchée. Alors, lui, ce qu'il recommande, c'est je contracte mes doigts se contractent 5 secondes et je relâche. Je contracte mon poing et je relâche. Je contracte mon bras et je relâche. Donc, c'est des contractions de 5 secondes. Vous faites tout le corps et à la fin, vous pouvez faire les morceaux de corps, les deux jambes, par exemple, les deux bras, le visage, etc. Et puis, ben, le corps va comprendre ce que c'est que relâcher. Et lorsqu'il est relâché, on peut l'observer à partir de notre conscience. Mais si on est pris dans un système de protection, donc on n'est pas relâché, on ne peut pas entrer en contact avec le corps physique. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile. On contacte plutôt nos tensions. Après ça, il y a la pratique du sanctuaire intérieur. Le sanctuaire intérieur, c'est d'imaginer qu'on est en parfaite sécurité. Puis on peut imaginer une pièce ou une bulle d'eau ou un vaisseau spatial ou dans une cabane dans un arbre. En fait, c'est comme vous voulez. Puis vous pouvez meubler cet espace-là. Donc, c'est une imagination, c'est avec l'imaginaire que l'on va se relaxer et après, on va entrer en contact avec le corps d'une façon sécuritaire, perçue comme sécuritaire. Il y a toutes les pratiques associées à l'étincelle de vie. Ça, c'est une formation que je donne, mais en fait, c'est comme si on rapatrie, on reprend, on ramène tout ce qui nous appartient. Donc, à chaque fois que vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non, à chaque fois que vous avez donné votre énergie ou votre corps ou à quelqu'un ou à une idée ou à une institution, vous rapatriez, vous ramenez ces portions de lumière qui sont à vous. Et vous pouvez redonner aussi ce qui ne vous appartient pas. Donc, je reprends ce qui m'appartient et je redonne ce qui ne m'appartient pas. Mais on reprend juste la lumière, hein, le côté lumineux. Donc, je reprends ma joie que j'ai laissée à ma sœur. Je reprends, OK? Donc, on reprend énergétiquement. Vous n'êtes pas obligé d'avertir les personnes ou les institutions. Et puis, ce que ça va faire, c'est que ça augmente notre force vitale à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup plus facile de connecter à notre corps à ce moment-là. Il y a aussi la pratique des descentes d'escalier à l'intérieur de soi, parce que la plupart des gens, on voit le monde à partir de nos yeux. Donc, on va ressentir à partir de nos yeux. Mais si on veut ressentir l'intérieur, regarder à l'intérieur, c'est pas possible. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme nos yeux et on s'imagine qu'on ressent notre cerveau, on ressent notre gorge, on ressent notre pharynx et on descend jusque dans les chambres du cœur. Et là, on peut y faire un sanctuaire intérieur. On peut y rencontrer notre étincelle de vie. Et donc, on va ressentir notre corps à partir du milieu, c'est-à-dire le cœur. Il y a une autre façon de se reconnecter, c'est la respiration yogique complète. La respiration yogique complète, c'est la respiration utilisée par les praticiens du yoga. C'est une respiration fondamentale. Donc, en premier,
on gonfle le ventre lorsqu'on fait entrer l'air pour dégager les poumons, pour laisser de la place, pour que les poumons prennent toute la place, là. Et ça descend le diaphragme, là, l'air rentre, on gonfle le ventre. Après, on gonfle les côtes, on gonfle le dessus là, des épaules. Et puis après, on continue à inspirer, mais d'une façon énergétique. Il n'y a plus d'air qui rentre rendu là. Alors, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Alors, on va commencer à inspirer. Vous gonflez le ventre, mettez une main sur le ventre, sentez-le. Ensuite, vous allez gonfler les côtes sur les côtés. Gonflez le haut et levez les mains en haut, même si l'air ne rentre plus. Vous continuez à inspirer et on souffle. On va le refaire une autre fois. On inspire, on gonfle le ventre, thorax, épaules, dessus et on expire. Une autre fois. Ventre, thorax, épaules et on expire. Excellent. Souvent, ces respirations-là, au bout de 3 respirations, on a déjà plus d'oxygène. Alors, on ressent mieux notre corps, on ressent moins les tensions. Ou même, il y a des tensions ou des émotions qui vont partir avec cet exercice-là. 3 respirations, assez simple quand même. Je vous conseille de le faire à travers votre journée, si vous pouvez. La musculature, hein? Ça, c'est ce que Denise Laberge disait. Elle disait, allez faire de l'exercice, faites des push-ups, des sit-ups, des squats. Vous allez vous connecter à votre corps. Je suis tout à fait d'accord. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils font trop d'exercice, vont se déconnecter au corps parce qu'ils sont dans la souffrance. Ça, c'est comme une autre histoire, si on veut. Mais en général, tu sais, quand on fait des push-ups, on les sent, nos pectoraux. On peut intégrer la réalité intérieure dans notre conscient, c'est-à-dire, ah, mais je me sens, ah, je ressens, ah, j'ai ça comme préoccupation. Parce que quand on est dans notre conscient puis dans la vie de tous les jours, en fait, on n'a pas le temps de s'arrêter pour ressentir tout ça, pour le mettre dans notre conscient. Mais c'est là quand même. Alors, ça nous permet de voir l'ensemble de qui on est. Pour faire ça, ça va être de faire sonner votre cellulaire à toutes les heures pendant quelques jours, quelques semaines. Et lorsque le cellulaire sonne, faites-le pas la nuit quand même, dormez, mais durant le jour, lorsque le cellulaire sonne, vous vous arrêtez et vous observez. Ah, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je pense? Comment je me sens? Est-ce que j'ai quelque chose dans mon corps? Que j'ai quelque chose dans mes émotions? Mon mental, il pense à quoi? Est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que c'est lumineux ou sombre? Est-ce que je suis alignée vers mon but de vie ou je suis complètement à côté? Et simplement observer, puis vous allez avoir une autre image. Parce que lorsqu'on est dans la conscience quotidienne, on ne prend pas conscience de tout ça. Mais quand on arrive à l'intégrer, après, on devient libre puisqu'on en devient responsable. On peut faire des nouveaux choix. Et ça va nous permettre également de mieux réagir à l'expérience externe, c'est-à-dire à nos demandes quotidiennes, à je dois aller porter les enfants, faire les lunchs, revenir, aller au travail, machin. On va être capable de l'intégrer dans notre conscience puisque notre conscience va juste s'élargir et va se calmer puisqu'elle ne sera pas en lutte avec elle-même, avec toutes les préoccupations de la réalité intérieure. Ça va être déjà conscient, le corps va être conscientisé. Ça va être beaucoup plus facile de gérer les impromptus, par exemple. Alors, la vitalité, c'est le caractère de ce qui manifeste une santé ou une activité remarquable. Ça vient du dictionnaire. On parle de remarquable ici, hein? En ostéopathie, nous, on cherche un mouvement d'enroulement
en corne de bélier du cerveau qui suit les champs morphogénétiques. Donc, on parle des matrices ici. Donc, ça va suivre le champ des morphogénétiques par la fluctuation du liquide céphalorachidien qui fonctionne en vague et ressac. Inspire et expire. Et ce mouvement-là va continuer jusque dans le sacrum, qui va donc faire basculer le sacrum entre les os des iliaques et va également donc créer un mouvement de liquide céphalorachidien dans les nerfs, les enveloppes des nerfs, parce que vous savez, la dure-mère qui tient tout ça, elle est en continuité jusqu'à la fin des nerfs. Donc, tout ce liquide va se promener partout et va finir par être réabsorbé dans le sang veineux, en fait. Ce mouvement-là va se propager partout, dans tous les liquides du corps et dans toutes les cellules du corps. Donc, ce qu'on pense, ça va créer nos cellules, notre santé, et donc qui on est. Et à l'inverse, ce qu'on expérimente dans le corps va affecter notre cerveau également. On n'a jamais été séparé de notre matière. Jamais. On dit donc que la vitalité a un aspect de lumière parce que c'est beaucoup plus grand que notre être simple. On dit même que le liquide céphalorachidien, c'est de la lumière liquide et donc que notre vitalité, c'est la lumière en action. La vitalité, ce n'est pas l'absence de symptômes. Pour moi, la vitalité, ça comprend le corps physique, le système nerveux, les émotions, le mental, la cohérence intérieure, le sens de vie, l'aspect social, l'aspect d'alignement, de dépassement de soi. Ça correspond aussi à notre capacité d'adaptation, à ce qui nous arrive, hein. Il va vous arriver des tuiles dans la vie, c'est sûr, mais comment vous allez réagir? Et si vous arrivez à réagir en étant euh, toujours capable de réagir et toujours le plus positif que vous pouvez l'être, euh, puis ça ne veut pas dire de ne pas pleurer, ça veut juste dire d'être profondément humain, d'être humain jusque dans nos réactions face à l'adversité, face aux défis et face aux grandes joies. Donc, c'est cette exubérance de vivre. Pour moi, c'est tellement important que ma clinique s'appelle la clinique Vitalité. Vivre sans restriction, sans limite. La vie en vous n'a pas besoin de sens, il a besoin d'expérience, d'exubérance et d'expérience. Ça, c'est Sadhguru qui dit ça. Alors, la vitalité est liée quand même à la santé et on voit ici que la santé et le bien-être, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs comme l'âge, le sexe, les, la santé socio-économique, les côtés héréditaires. Bon, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas changer, mais plus on évolue dans le côté vert, plus c'est des choses là, qui peuvent être vous aider ou vous nuire. Puis ça va même jusque dans notre écosystème, dans notre biodiversité, dans les différents climats qu'on va expérimenter comme humains. La santé, c'est plutôt un choix quotidien, plutôt qu'un héritage génétique, hein. On n'est pas prisonnier de nos gènes. C'est plutôt nos habitudes, notre niveau de stress et tout ça va en fait influencer nos gènes à se manifester d'une façon plutôt qu'une autre. Donc, il y a seulement 20 à 25 de nos gènes qui sont responsables de la longévité, hein. Le reste, c'est plutôt l'environnement et le mode de vie. Donc, lorsqu'on est souverain dans notre corps, c'est qu'on commence à réaliser qu'on a vraiment une influence sur notre santé. Je vous ai parlé des heures de bénévolat. Ça, c'est ma petite diapo. Ah, c'était en 2006. J'avais oublié. Voilà. Euh, alors, c'est ça. C'est les heures de bénévolat qui sont le meilleur prédicteur de longévité. La longévité, ce n'est pas seulement la durée de vie, hein.
La longévité, ça va être le nombre d'années vécues, oui, mais plutôt en santé. Donc, en vitalité, en autonomie, puis en clarté mentale. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut retarder l'inflammation le plus possible, les douleurs, là, quand on a mal partout, là. Puis on veut conserver notre cerveau, notre mobilité, puis le métabolisme de l'ensemble de notre corps, tu sais. Et donc, ce qu'on veut, c'est protéger notre santé, notre vitalité pour vivre plus longtemps et non juste vivre plus longtemps plugué sur des machines. Pour faire ça, on va poser des actions à tous les jours, mais ça peut être comme lourd, la discipline. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Lakiani, qui a inventé un mot qui s'appelle la félicipline. Alors, c'est que la félicipline, c'est un mélange de félicité et de discipline, c'est-à-dire de comprendre à quel point on est chanceux de pouvoir faire des choix de discipline pour créer la vie qu'on a envie de vivre. Donc, si on le voit d'une façon positive, notre état psychologique va être, comme l'état psychologique est plus important que l'état biologique ou chronologique, on va favoriser notre état psychologique positif, le fun. Oh yes, je m'en vais au gym, je suis donc bien chanceuse. Et là, on n'a plus besoin de se motiver puisque on le ressent dans notre cœur, cette félicipline-là. C'est comme je m'occupe de moi lorsque je fais mon yoga. Je prends le temps de respirer, j'apprécie mieux la vie lorsque je fais mon yoga, par exemple, ou mon petit jogging. Et pour faire ça, on peut utiliser la création d'objectifs. Admettons que votre souci, c'est que vous ne dormez pas assez. Bon, alors, vous pouvez dire, OK, je vais commencer par avoir une routine de coucher, par exemple. Je dis n'importe quoi, là, c'est juste un exemple. Et je vais faire en sorte que, par exemple, plutôt que de me coucher à minuit, je vais me coucher à 10 heures. Je vais faire sonner mon cadran à 9 heures pour me faire une routine où je vais prendre soin de moi. Je vais me faire un soin de beauté faciale. Je vais, je sais pas, prendre un bain. Je vais me mettre du parfum. Bon, et le temps que je prends pour faire ça va m'enthousiasmer. Alors, je vais avoir comme objectif d'aller me coucher pour restaurer mon corps et pour augmenter ma vitalité et ma qualité de vie et ma longévité en santé. Et je vais tellement être en félicité que mon objectif de me coucher tôt va être un objectif qu'on appelle superchargé. C'est-à-dire que émotivement, ça va me faire vibrer de faire cette routine-là, d'aller me coucher tôt, plutôt que de me dire, ah, si tu plates, il faut que j'aille me coucher de bonne heure pour vivre plus longtemps. OK? Donc, ça va être à nous de charger nos objectifs personnels, mais les charger vraiment tant au niveau intellectuel, c'est-à-dire de comprendre l'importance, mais également de le charger avec notre émotion. Donc, il y a différents piliers dans l'approche de la vitalité dans le corps physique. Le premier, c'est le système nerveux. Je vous en ai parlé un petit peu. Il faut que le système nerveux se sente en sécurité. Si on est en état d'alerte, c'est très difficile d'augmenter notre vitalité. En fait, on va être plutôt en résistance au stress. Donc, le stress chronique va créer toutes sortes de choses qui n'est pas vraiment euh, pertinent aujourd'hui, mais ça va accélérer le vieillissement, diminuer la vitalité, diminuer la santé. Ça va faire quoi? Ça va augmenter l'inflammation, ça va créer des déséquilibres hormonaux, ça va faire raccourcir les télomères, qui sont les petits bouts qui sont dans notre ADN, là. Il y a des petits bouts qui protègent nos chromosomes, puis ça va les manger. Donc, on n'aura plus de protection génétique. Donc, la régulation de notre système nerveux va améliorer notre capacité à nous adapter au monde au niveau de nos cellules. Donc, lorsqu'on entre en souveraineté, on va apprendre à se sortir volontairement du mode de survie. Alors, la première chose, on va réguler le stress.
On va faire de la respiration consciente, hein, la respiration yogique complète. La respiration consciente, c'est pas nécessairement faire une respiration complète, mais juste comme de respirer et d'en être conscient. Juste ça, ça va déjà calmer. On peut faire de la marche en forêt. Il y a même des thérapies de marche en forêt. On peut se pratiquer à relativiser le conflit. Donc, vous allez avoir des conflits, c'est sûr, mais au moins que ça soit relatif et vu à travers des lunettes de compassion. De se réserver des moments de méditation, de relaxation, de pratiquer la gratitude. Pourquoi? Parce que la gratitude, c'est l'attitude de grâce. Donc, c'est pas juste de dire merci, merci, merci. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi de voir à quel point l'univers conspire à votre évolution, à votre bien-être. Ça va être aussi de nettoyer nos racines émotionnelles et nos croyances. C'est-à-dire que lorsque on réagit trop, par exemple, à une situation de conflit, ou même c'est même peut-être même pas un conflit, mais vous êtes déjà en réaction, mais c'est qu'il y a quelque chose en dessous, il y a une racine émotionnelle. Donc, ça va être d'accueillir cette racine émotionnelle-là sans la juger, sans l'analyser, juste de l'accueillir, dire, ah, ben, dans le fond, là, je me sens énervée, je me sens impatiente. Moi, ça m'arrive. Donc, ah, je me sens impatiente. Ah, c'est parce que dans le fond, j'ai de la peine. Ah oui, j'ai de la peine parce que ça me rappelle ta 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 ta. OK, je vais accueillir cette peine-là maintenant, qui est là, qui est probablement due à un paquet d'affaires, mais on s'en fout. Je vais juste l'accueillir complètement, sans juger, analyser, juste l'accueillir, la mettre dans mon cœur, ajouter de la compassion pour moi, pour la situation, pour l'autre, la compassion en général. Et là, automatiquement, en fait, ça prend à peu près 90 secondes au début. Après ça, c'est plus rapide. Mais ça prend à peu près 90 secondes. Et là, admettons, dans mon cas, c'était l'impatience ou la tristesse viennent de disparaître. Puis tant qu'il y a quelque chose, vous pouvez le faire. Puis à un moment donné, ben, il n'y aura plus rien. Il va juste avoir la paix. Ben, vous avez nettoyé votre racine. Ensuite, évidemment, avoir des habitudes de vie qui sont saines, tu sais, la drogue, l'alcool, bon, l'exercice, toutes des choses que vous savez. Ici, sur le côté, on peut voir que on veut rester dans le flot. C'est surtout ça parce que on veut un genre de défi, puis on veut que nos ressources soient à la hauteur du défi. Euh, et, et là, donc, c'est de trouver que les ressources sont au maximum et que notre défi soit au maximum en fonction des ressources qu'on a pour avoir cette sensation de se dépasser et de contribuer au monde et d'améliorer quelque chose, même si c'est juste un exploit sportif, là. Donc, on veut avoir du bon stress, mais on veut pas trop de bon stress parce que ça devient du mauvais stress. Puis entre les deux, là, c'est là que si on a trop de stress, en fait, on va faire des contre-performances. Si on n'a pas assez de stress, on ne va pas performer. Fait que c'est vraiment de trouver le juste milieu. On a aussi les inflammations, hein, les inflammations de bas grade, c'est-à-dire l'inflammation qui est pas vraiment présente, mais qui va être sous-jacente, qui va faire que, oh, je fais un peu d'exercice puis je suis bien raquée. Pourtant, c'est drôle, j'ai rien fait de particulier. Oh, j'ai mangé une sauce à spaghetti hier, donc c'était acide, puis j'ai mal à l'estomac ce matin. Ou, tu sais, c'est une inflammation qui est pas perçu la plupart du temps, mais qui est toujours là. On peut le voir dans une prise de sang qu'on appelle la protéine C. Il y a d'autres choses aussi, mais la protéine C, c'est un bon indicateur d'inflammation chronique. Donc, l'inflammation, elle est silencieuse, mais c'est un facteur clé du vieillissement parce que dans le fond, le vieillissement se poursuit à cause, entre autres, de cette inflammation chronique-là. Donc, euh, l'inflammation va se produire si on manque de sommeil,
Il y en a même qui disent si on en a trop, mais ça reste à prouver. Je ne suis pas encore d'accord avec ça. On parle de l'alimentation méditerranéenne. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un peu de viande, des protéines, c'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de viande, là, pratiquement pas, mais il y a beaucoup, fait que la viande ou les protéines vont servir dans le fond à euh, toutes les molécules anti-inflammatoires. Il y a aussi énormément d'antioxydants parce que c'est plein de légumes. Il y a des bons gras également. Il y a même du vin en petite quantité. Donc, l'alimentation méditerranéenne est pas mal considérée en médecine comme le meilleur choix. Moi, je pense que l'alimentation végétarienne, si vous n'avez pas de problème de sucre, donc de diabète, ça peut être aussi un excellent choix. Les pires choix, c'est l'alimentation américaine. Le stress, hein, rester dans le flow, donc un peu de stress, mais pas trop, juste pour être performant, mais c'est tout. Et puis, de bouger à tous les jours, hein. Votre corps, lorsqu'il est en alerte, vieillit trop vite. Donc, on ne veut pas qu'il soit en alerte ou qu'il soit en inflammation de bas grade. On peut aussi utiliser l'argent colloïdal ou le triptyque là, cuivre, or, argent. La physotine qui va manger les cellules zombies. Certaines plantes, le magnésium aussi. Si vous grattez votre langue le soir, particulièrement avec du cuivre, pas douce, pas dur, là, juste doux, ça va par voie réflexe stimuler le foie. Et le foie va s'occuper de la détoxification. Donc, c'est un petit truc important. Si vous buvez beaucoup d'eau, ben, ça va augmenter votre détoxification. Et si vous prenez des saunas, hein, saunas infrarouges bien glacés, et il faut rajouter à ça les jeûnes, hein, soit le jeûne intermittent, soit le jeûne plus prolongé. Au niveau de l'alimentation, donc assez basique, hein, pas trop d'épices complexes, là, des trucs simples, des aliments simples. Donc, quand c'est avec un code barre, c'est pas un aliment, c'est un produit. C'est pas la même chose. Si vous avez un problème de perméabilité intestinale ou un problème de microbiote, vous pouvez utiliser la glycine, plusieurs légumes biologiques et incluant les racines et les plures, parce que c'est là que va se trouver, dans le fond, les histoires de microbiote. Ce qui est aussi faites attention, si vous avez de la perméabilité intestinale ou une irritabilité intestinale, si vous mangez des légumes, ne les mangez pas trop cuits cru parce que ça va gratter l'intestin qui est déjà irrité, donc créer plus d'inflammation. Alors, il faut euh, les manger cuits, n'est-ce pas? Troisième pilier, le mouvement et la longévité plus fonctionnelle cette fois-ci. Donc, on sait que le mouvement, c'est un des facteurs qui est le plus corrélé à la longévité, mais on ne parle pas ici de performance, on parle plutôt de mobilité, de force, d'équilibre, d'endurance. Donc, si, dans le fond, c'est qu'il faut que vous utilisiez ce que vous avez, mais vous n'êtes pas obligé de faire des marathons ou devenir un homme ou une femme forte. L'idée, c'est plutôt la, d'en faire un peu à tous les jours et de conserver votre musculature. Donc, forcez un peu, mais pas trop. Alors, il faut éviter la perte musculaire parce que ça va faire qu'on va avoir moins d'équilibre, on va devenir moins autonome et donc on perd notre vitalité. Donc, bougez, bougez, bougez pour habiter votre corps davantage, pour vivre votre souveraineté, certainement pas pour punir. Maintenant, l'épigénétique et les petits choix quotidiens. Donc, l'épigénétique, c'est comment est-ce que les gènes, donc notre ADN, va s'exprimer. Puis on sait que ça, c'est nos facteurs de choix de vie quotidien qui vont faire que tel gène va s'exprimer, puis tel autre ne va pas s'exprimer. Donc, les gènes vont s'exprimer selon notre environnement, notre stress, la qualité de nos relations et le respect de nos rythmes.
Alors, ça nous prend un certain rythme. Ceux qui ont zéro rythme, on sait qu'ils vieillissent beaucoup plus vite, hein, les travailleurs de nuit, les agents de bord, bon. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des protecteurs de génome. Donc, le NMN, c'est pas le MNM, c'est le NMN, le NR qui vont augmenter le NAD qui vont protéger la génétique, le fisétine pour les cellules zombies. Fisétine, c'est un extrait de fraise. Puis ensuite, comme autre pilier de la vitalité, il y a le sens, les relations et la longévité. Donc, toutes les études sur les zones bleues, hein. On dit que les centenaires dans les zones bleues ont des liens sociaux forts, ont l'impression de contribuer, de coopérer avec les gens, puis ils ont un rythme de vie assez simple mais continu. Donc, c'est des personnes qui vont vivre très longtemps. Ils ne sont pas dans la performance, mais par contre, c'est des gens qui vont marcher beaucoup, qui vont faire leur jardin, hein, qui vont, tu sais, euh, ils vont être en cohérence avec qui ils sont et ils ont beaucoup d'amis. C'est des gens sociaux. Euh, on sait depuis la pandémie, mais on le savait avant, en fait, que l'isolement, c'était un des facteurs de risque les plus importants. Mais maintenant, on sait que c'est aussi important que de fumer la cigarette. Donc, quelqu'un qui est seul puis qui fume, oh, ça va pas bien. Donc, la vitalité aime la relation. Donc, les clés de vitalité maintenant. Les clés, ça va être des éléments qui vont vous permettre de créer une exubérance, hein, exubérance de vivre. Puis la clé principale, c'est le corps physique. On en a parlé. La première chose, c'est la présence. Revenez ici et maintenant. Habitez votre corps. Ressentez-le à l'intérieur. Faites des micro-pratiques simples, la respiration, la contemplation. Euh, Créez une autonomie éclairée par vos choix. Donc, informez-vous dans ce que vous pouvez faire, informez-vous et mais soumettez-vous pas nécessairement à tout ce que vous entendez, mais conservez votre discernement. Devenez un acteur de votre santé, prenez les moyens nécessaires, posez des questions, puis posez-les tant que vous n'avez pas votre réponse. Puis arrêtez de vous poser des questions plates. Pourquoi ça m'arrive à moi encore? C'est pas super, ça. Dites-vous, euh, qu'est-ce que la compassion ferait? Qu'est-ce que la santé ferait pour émerger du cancer? Autre clé de vitalité, la régulation du stress. On en a suffisamment parlé, hein? Donc, on veut le comprendre pour pouvoir l'éliminer. On va créer des espaces de récupération réels de notre niveau de stress. On va conserver un rythme. On va respecter notre repos puis nos limites. La clé numéro 4, on va s'aligner sur notre fulcrum central qui est le cœur. C'est-à-dire que quand c'est oui, puis quand c'est non, c'est non. On reste en cohérence avec qui on est profondément. Cinquième clé, le sens. Pourquoi est-ce que je prends soin de moi? Ah oui, je veux jouer avec mes petits-enfants à quatre pattes, puis pas en avoir pour 3 jours après, à récupérer. Je veux traverser la Gaspésie en ski. Je veux aller en Asie en ayant un bon système immunitaire. Donc, la vitalité, oui, mais au service de quoi? Qu'est-ce que je veux en faire? Qu'est-ce que je veux vivre? Puis ensuite, ben, la santé, c'est un levier de contribution, hein. C'est pas juste pour survivre, c'est en fait pour pouvoir l'offrir à tous. Et cette santé-là va vous permettre d'être qui vous êtes dans le monde. D'où l'importance de sortir du stress. Au niveau des liquides, maintenant, on a parlé beaucoup de la matière. Au niveau des liquides, il y a des entretiens spécifiques à faire. Le premier, pour le liquide céphalorachidien, c'est l'exercice des 4 membres avec la respiration.
Donc, comment ça fonctionne? C'est que vous êtes couché dans votre lit, par exemple, puis quand vous prenez une inspiration, vous fermez le poing, puis vous ramenez le poignet vers vous. Mais votre bras est allongé, là. Puis en même temps, vous allez ramener les orteils vers vous. Vous allez faire une dorsiflexion des pieds. Donc, vous allez inspirer, fermer les poings, ramener les poings, faites une dorsiflexion. À l'expiration, donc vous soufflez, vous allez pointer les pieds comme une ballerine, donc flexion plantaire, et vous allez envoyer la main droite et pencher vers l'extérieur, donc en extension. Donc, à l'inspire, on ramène tout, à l'expire, on pointe et on ouvre complètement. Si vous faites ça une dizaine de fois, vous venez de pomper avec le jeu des fascias, vous venez de pomper votre liquide céphalorachidien, votre lumière liquide qui est en lien avec la matrice cosmique. L'autre chose, la lymphe. La lymphe, là, tout ce qui est saut sur une petite trampoline, les plaques vibrantes ou le brossage de la peau, vous pouvez vous brosser à sec, hein? Ça va améliorer la circulation de la lymphe. Le sang artériel, ben, c'est évidemment la gestion du stress. Le sang veineux, des fois, il faut créer une compression pour les jambes. Tu sais, les gens qui ont des problèmes de veines, là, ben, la compression, les bas de compression, c'est une bonne idée. Si vous prenez l'avion, ça peut être une précaution intéressante. Ça va vous rendre moins fatigué. Pour les gens qui travaillent debout, comme dans la restauration, par exemple, vous courez partout sans arrêt, toute une soirée de temps, là, ben, d'avoir des bas de compression, ça peut être une bonne idée. Le grattage de la langue aussi va vous aider pour le retour veineux parce qu'en fait, en stimulant le foie, c'est le foie qui filtre le sang, 95% du sang va passer par le foie pour remonter jusqu'au cœur. Donc, si vous stimulez le foie, ça va donner un coup de main. Et finalement, prenez le temps d'aller aux toilettes. Allez, prenez votre temps, allez-y, OK? Prenez aussi les saunas, hein, chaud ou infrarouge. Euh, il y avait beaucoup d'études sur l'infrarouge. Ça fonctionne pour l'élimination des toxines lourdes. Par contre, il y a plus de données maintenant au niveau du sauna chaud. Les deux fonctionnent très, très bien. Alors, un ou l'autre, selon votre choix. Le sauna infrarouge est un peu moins chaud pour ceux qui ont de la misère avec la chaleur. Maintenant, pour le champ électromagnétique, je vais déplacer mon image. Là. Pour le champ électromagnétique ou notre fameuse aura, vous savez que il y a- chaque cellule est une cellule électrique dans notre corps. Notre cerveau est électrique également. On peut le mesurer hein, avec des capteurs d'électricité, puis ça va faire des graphiques. Puis il y a notre cœur également. Hein. L'électrocardiogramme, c'est ça. Euh, mais le cœur est 8 000 fois plus fort que le cerveau au niveau du champ électromagnétique. Donc, c'est vraiment important. Puis, notre cœur, il y a deux champs. Il y a deux innervations également. Mais ça, c'est une affaire biologique. Je ne pense pas que c'est si pertinent. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'image qui est là, c'est l'image qui est sortie de HeartMath Institute, qui ont étudié le fait qu'en fait, le cœur a deux champs électromagnétiques qui se superposent et ça fait un genre de torus. Donc, c'est une matrice à partir desquelles nous expérimentons le monde. Et c'est plusieurs couches, chacune a sa propriété et ça va être associé à l'état du vécu de la personne et ça comprend le vécu corporel et le vécu émotionnel et les pensées. Ça, c'est ça qui a été scientifiquement démontré. On peut le percevoir avec des lignes de force. Donc, ça va être associé aussi à la planète Terre, à notre système solaire, et on peut donc le modeler avec nos émotions et nos pensées. Euh, et on va dire aussi que ça comprend l'information qui est associée à notre véritable nature, à notre essence. Il va y avoir une fréquence, une couleur pour les clairvoyants. Il va y avoir un ressenti pour les gens qui le ressentent.
Il y a des gens plus puissants, il y a des plus grands oscillateurs, il y a des moins grands oscillateurs, il y a des gens plus positifs, moins positifs. Mais l'ensemble, en fait, c'est qui on est. Alors ça, c'est notre aura. Il y a plusieurs couches, puis il y a des gens qui passent beaucoup de temps à étudier ça. Ça peut être pertinent, mais c'est un peu comme travailler l'extérieur du champ, alors que moi, je vous invite à commencer avec le centre qui est le cœur, tu sais. On sait ici, ça c'est le lien entre les émotions et les fréquences. Donc, on sait qu'est-ce qui agit avec quoi. On sait même quels organes vont être associés avec quel type d'émotion. Euh, le champ magnétique généré par le cœur, il est associé à la joie, la compassion, l'amour, la sollicitude, la bienveillance et le pardon. Ça, c'est les émotions qui ont été démontrées, qui vont augmenter le champ électromagnétique associé au cœur. Tout ça va avoir des centres spécifiques dans le corps et en haut du corps, en bas du corps, qu'on appelle les fameux chakras. C'est des centres énergétiques. Euh, c'est un peu comme des nœuds neurologiques, mais là, ici, c'est la portion énergétique. Il y a des gens qui travaillent avec ça. Donc, le chant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de l'aligner avec notre cœur, avec notre fulcrum central universel. Donc, on veut augmenter toutes les émotions. Amour, joie, paix, sollicitude, pardon. Amour, joie, paix, sollicitude, pardon. Bienveillance, il manque bienveillance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vit ces émotions-là, on augmente le FNA, le facteur natriurétique auriculaire, qui est responsable de la baisse de la pression artérielle, mais il est aussi responsable de ces émotions-là. Et le facteur natriurétique auriculaire, qui est un polypeptide, qui est une hormone, mais en fait qui devient neurotransmetteur. Et le FNA, c'est le chef de tous nos hormones. Donc, plus on aime, plus on est heureux. Plus on est heureux, plus on est en santé, plus on est capable d'aimer. Hmm. Pour augmenter le FNA, comme le FNA est en charge de baisser la pression artérielle, vous pouvez aussi aller à la piscine ou prendre un bain. Ça fonctionne. Vous pouvez vous faire un auto-nettoyage en 3 temps. Alors, je vais vous le montrer. Vous prenez ce mudra-ci. Le mudra, qu'est-ce que ça fait? Le mudra, ça scelle l'énergie en fonction des chakras puis des canaux subtils. Donc, ça ici, c'est le mudra christique qu'on appelle. Donc, on va imaginer, on prend le mudra, là, puis on imagine notre champ d'énergie avec nos chakras. Et là, on va juste se nettoyer. Donc, on va commencer par en haut, on va le plus haut possible avec l'imagination et on descend vers le bas et on va jusque dans le sol. Hein? On pointe comme ça vers le sol. Et là, on a comme fait un premier nettoyage. On va en faire un deuxième. Imaginez maintenant que c'est comme un rayon laser qui passe complètement à travers votre corps et à travers votre corps énergétique de champ électromagnétique. Et ça descend encore. Deuxième nettoyage. Troisième nettoyage, on va le faire seulement avec la pensée. Donc, pour les résidus encore plus subtils, qui pourraient être un égrégore ou une influence externe quelconque. Alors, je vous suggère, pour vous, euh, pour vous nettoyer ou entretenir votre champ électromagnétique, essayez d'éviter de quémander. Donc, les prières de s'il vous plaît, Jésus, arrange-moi ça, sans prendre action, sans. On n'est pas là, là. On n'est plus des enfants. Au niveau spirituel, on n'est plus des enfants. Euh, Essayez d'éviter aussi de demander vraiment à l'extérieur de vous. Prenez conscience que vous êtes le créateur, vous êtes fait à l'image du divin. Donc, incarnez-le. Essayez d'éviter de vous protéger.
constamment parce que c'est comme si vous créez des barrières de feu autour de vous pour vous protéger, ben qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est comme acheter des bombes nucléaires pour créer la paix. C'est une paix? Mais non, c'est pas une paix. Tu sais. Euh, Soyez complètement présent à qui vous êtes. Soyez le divin incarné. Il n'y en aura pas de problème. Mais soyez ça, par exemple, dans toute la compassion qui est nécessaire. Tout ça nous amène à la fameuse chaîne centrale. La chaîne centrale, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'alignement des chakras, là. Mais il y a un aspect qui est tissu, un aspect qui est liquide et un aspect qui est champ. Et cette chaîne centrale-là a une fonction, ça va être de nous permettre d'être soi, le grand soi, dans le monde. Donc, c'est toutes des interactions entre le corps et les viscères et le corps. Puis, cette chaîne centrale-là a un rythme respiratoire qui lui est propre. Comme chaque organe, comme chaque morceau de corps, il y a un rythme de respiration. Ben, la chaîne centrale également. Donc, je vous invite à ressentir la chaîne centrale. Donc, elle part du dessus de la tête, elle descend au centre du cerveau, troisième ventricule, elle va descendre au centre de la gorge avec la thyroïde puis la loge thyroïdienne. Elle va comprendre le cœur avec les enveloppes du cœur. Elle va comprendre l'estomac, le plexus solaire, la racine du mésentère et les intestins, la vessie, le fascia de non-vieillir chez l'homme, le toit, l'isthme utérin et finalement le noyau fibreux du périnée. Donc, cet alignement-là se retrouve dans les tissus. Ressentez-le, alignez-le, des petits alignements, là. Après, ressentez les liquides. Les liquides circulent à travers la chaîne centrale. Un peu comme le sang artériel. Puis finalement, il y a un champ électromagnétique qui dépasse le corps, qui dépasse la chaîne centrale, bien sûr, mais qui respire. Il y a une certaine fréquence. Et tout ça va s'imbriquer dans la fréquence que l'on peut ressentir. En ce moment, la mienne, c'est à peu près ça. C'est un peu rapide, c'est parce que je suis en train d'enseigner, même si c'est en rediffusion, puis je suis dans mon bureau. Voilà. OK? Donc, essayez de le ressentir. Prenez ce temps pour ressentir. Puis plus vous allez en être conscient, plus elle va s'accélérer. Et qu'est-ce que ça va faire quand ça l'accélère? C'est ça augmente notre potentiel d'offrir qui on est dans le monde. C'est pour ça que lorsque j'enseigne, mon rythme est un peu plus rapide. Alors, on en revient à que ferais-je de mon éternité? C'est la félicipline. Donc, toute la notion de legs, de passation, qu'est-ce que je vais offrir au monde? La dignité et la souveraineté de qui je suis, qui va guider chacun de mes pas en cohérence dans mon alignement. Donc, cette cohérence va accueillir deux aspects, le côté sacré et profond de qui je suis, les hautes fréquences, la grande dame, le féminin sacré, etc. Et aussi la fille ordinaire, profane, qui va des fois être fâchée, des fois qui n'aura pas envie de faire quelque chose, ou qui va chialer, ou qui va être impatiente. Mais ça comprend les deux. On ne peut pas travailler avec qui on n'est pas. On peut juste travailler avec qui on est. On peut être qui on est. Et on est aussi, en termes d'expérience, on est aussi notre ombre. Alors, si j'inclus dans la conscience de ma dignité de qui je suis éternellement, si j'inclus également mon ombre,
Après ça, je ne peux plus juger. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est la compassion, c'est la vitalité, c'est l'énergie de vie qui est profonde, qui me permet de vivre d'une façon exubérante, même si je bouge pas. Ça n'a même pas rapport. C'est un état intérieur. C'est un état de félicité dirigé, donc de la félicipline. Ça va m'amener des actions centralisées, de oui-oui, mon intention, et ça va me permettre de créer la vie que j'ai envie de créer et de l'offrir au monde. Souvent, les gens vont dire, ouais, mais si je suis souverain comme ça, je vais être seul. Oui, mais non. Donc, la souveraineté, c'est pas nécessairement un isolement, hein, mais on va évidemment chercher un accompagnement qui est juste. C'est sûr que si on veut être en relation, on va être en relation, je veux dire, amicale là, ou amoureuse. On va être en relation d'égal à égal, donc adulte à adulte. Fait que quelqu'un qui va être dans une relation enfantin ou une relation de pouvoir ou des choses comme ça, c'est sûr qu'il ne rentre pas dans le cercle fermé de qui je suis, là. Mais ça se peut que ça soit dans mon cercle plus large de connexion puis d'amitié légère, tu sais. Euh, mais ce que ça veut dire, par contre, c'est que je reprends constamment mon pouvoir. Je reprends constamment mon pouvoir. Et des fois, je me fais aider par des gens qui ont fait ce chemin-là. Alors, les questions que je vous invite à vous poser, c'est où est-ce que j'ai cédé mon pouvoir ou ma puissance, puis que je m'en suis pas rendu compte? Euh, Quels sont les signaux que mon corps m'envoie? Et qu'est-ce que je peux faire cette semaine? Puis on fait ça une fois par semaine. Alors, vous choisissez une action. Commencez par choisir ce qui a le plus d'impact. C'est pas mal une bonne idée. Puis créez, vous, votre routine de félicipline. Allez la chercher, votre routine. Inventez-la en fonction de vos besoins spécifiques à vous. Donc, je vous suggère le matin, faites une petite méditation, buvez à peu près 1 litre d'eau avant le midi. Euh, Vous pouvez gratter votre langue un petit peu. Vous pouvez vous brosser les dents avec de l'huile, hein, c'est bon. Il y a une explication ici dans le PowerPoint. Vous pouvez avoir une nutrition, des mouvements adaptés, du biohacking durant la journée. Puis le soir, hein, c'est beaucoup l'hygiène de vie et le sommeil qui doit être à privilégier. Vous pouvez aussi faire une hygiène de la peau hein, en faisant du brossage de peau ou mettre, par exemple, de l'huile de nigel contre l'inflammation. Mais en général, ce qui est le plus important, c'est conserver le sens de votre vie, votre alignement, vos liens sociaux. Alors, je vous invite à considérer la souveraineté comme une action de paix. Donc, être souverain chez soi, c'est pas de contrôler, mais c'est d'habiter pleinement votre corps parce que votre corps, c'est votre maison. Donc, la vitalité, c'est un choix conscient et un choix d'évolution. Quand je suis en paix et vivant chez moi, dans mon corps, j'ai un impact bien au-delà de moi et de mon corps. Je participe à un événement de ski don pour février. Donc, si vous voulez faire un don ou venir skier avec moi, ça serait une bonne idée. J'en fais un aussi au mois de mars. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir la conférence. Au mois de mars, c'est de la marche, tout simplement. Donc, même chose. Euh, Puis, il y a les conférences qui suivent, qui sont le mouvement et l'esprit. Donc, j'en donne à Boucherville et j'en donne dans les cantons de l'Est. Vous devez suivre les horaires. Et sinon, vous pouvez de toute façon voir les conférences en rediffusion. En général, je les filme. Là, c'est parce que ça n'a pas fonctionné, là, les films, mais en général, ça marche. Si ça ne marche pas, je le fais dans mon bureau, c'est tout. Alors voilà.
On n'a pas d'espace pour les questions-réponses puisque je suis en enregistrement. Il y avait des questions très intéressantes lorsque je l'ai donné. Et il y a des gens qui m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'il y a après? J'avais monté un programme de longévité. Je crois que le marketing n'était pas très bon, mais le programme était excellent. Mais bon, en fait, j'ai fermé ça. Il n'y avait pas assez d'inscriptions, j'ai travaillé très fort, ça valait pas le coup pour moi. Si un jour vous désirez que je l'ouvre, ben je vais l'ouvrir. J'aimerais ça parce que c'est un de mes intérêts principaux. Autre chose, pour mon fameux cours vedette qui s'appelle Paix en action. Paix en action sera maintenant donné en virtuel. Ça va être virtuel en ligne, en temps réel, là. Puis après, il va être revisionnable par la suite. Donc ça, c'est complètement une nouvelle version. Donc, ça devrait avoir lieu à partir du mois de mai 2026. Et la formation va durer 4 mois. Alors voilà, je vous remercie et j'espère qu'on se revoit très bientôt. Merci à vous.